Anaïs. Alors, je laisse la parole à Nicolas Condon qui va représenter donc le Plan Bleu, qui est une des 6 agences régionales du programme d'action pour la Méditerranée du programme des Nations Unies pour l'environnement, et qui est donc basé à Marseille, et qui dans ses activités a une partie donc d'observatoire que je vais lui laisser présenter. Et il va vous présenter un petit peu les enseignements qu'on peut tirer de la mise en œuvre de l'assainissement en Méditerranée et la réutilisation des eaux usées traitées. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à la ville de Bonifacio, au Plan Bleu qui me permet de venir ici et de pouvoir parler de leur projet. Quand je me suis mis à la réutilisation des eaux, en fait, c'était en 2009. Et en 2009, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, c'est bizarre, on réutilise, on recycle à peu près tout. Le carton, les piles, les voitures, tout. Mais on ne réutilise pas l'eau. Alors je trouvais ça insensé, puis je suis tombé sur un bouquin que Valentina doit bien connaître, un bouquin américain qui fait 5000 pages et sur lequel il y a juste écrit « Water Reuse ». Et je me suis dit, mais comment avec 2 mots hyper positifs qui sont « water » et « reuse », on peut faire 5000 pages. Et donc en fait, c'était le début d'un constat qu'on ne réutilisait pas l'eau, alors que c'était une bonne idée. Et donc moi j'ai voulu approfondir ça, et j'ai eu l'occasion en fait de croiser les gens du Plan Bleu, en 2011, de l'AFD. Alors le Plan Bleu, c'est un organisme qui essaye d'établir des stratégies pour des décideurs à l'échelle de la Méditerranée et qui analyse sur des différents sujets. Et notamment, donc, ils m'ont confié la rédaction d'un plan bleu, enfin d'un document qui s'appelait le Plan Bleu sur la réutilisation d'eau. Ce document, alors il faudrait que je passe, voilà. Il faut que j'avance, voilà. Le document que vous avez en haut à droite, il est publié en 2012, il est en anglais et en français. Il est téléchargeable, il est gratuit. Et c'était, en fait, l'idée que moi, mon ambition, c'était de rendre possible la réutilisation des eaux. Je voulais aider les acteurs, au début, je dis, on va aider les acteurs concrètement à faire des projets de réutilisation. Alors bien sûr, on est en 2023 et on commence à avoir des projets concrets. Vous imaginez, il y a 15 ans, Valentina pourrait dire qu'il y a 30 ans, ou Marie-Christine Huot, qu'il n'y avait pas grand-chose. Et pour rendre possible, puisque il n'y en avait pas et que c'était une bonne idée, il fallait comprendre pourquoi. Et donc on a épluché, là, à peu près, j'ai épluché 6000 pages de biblio européenne pour savoir pourquoi il y a des pays qui la faisaient et d'autres qui la faisaient pas. Par exemple, l'Espagne, on l'a cité, la Tunisie aussi. Et puis pourquoi des pays qui se ressemblaient, Tunisie, Maroc, Algérie, même contexte, voilà, pourquoi il y en a un qui avait enclenché et pourquoi les autres n'avaient pas enclenché. Et donc il en est ressorti des recommandations et l'étude que nous a confiée le Plan Bleu en 2023, c'est une actualisation en fait de ceci. Et on s'aperçoit, je vous montrais, nous on a appuyé à peu près 160 projets de réutilisation, 70. En fait, à chaque fois, pour que ça réussisse, la réutilisation des eaux, il faut 4 facteurs. Le premier, c'est un territoire, on a parlé ce matin, le local, qui vibre. Alors, ça paraît évident encore aujourd'hui, tout vibre. Même les Hauts-de-France vibrent, Strasbourg vibre sur le manque d'eau. Mais en fait, il y a 5 ans, personne ne vibrait, ou il n'y avait que les régions du Sud. Donc un territoire qui vibre avec ses acteurs et qui se dit, il y a quelque chose à faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut inspirer confiance. Et inspirer confiance, c'est-à-dire qu'au début, il faut expliquer ce que c'est la réutilisation, puis ça fait peur, on ne comprend pas. Enfin, c'est carrément, on invente une boucle qui n'existe pas, donc on ne voit pas pourquoi tout le monde serait déjà bien organisé et acculturé pour comprendre cette boucle. Et une des façons de le faire, c'est s'inspirer de l'existant, et c'est un des enjeux de cette étude, et c'est ce qu'on mettra à jour. Le troisième, c'est la réglementation, on a tant parlé. Alors moi je suis en groupe de français depuis 15 ans, je suis dans le groupe européen également, et j'anime le groupe de travail sur les nouveaux usages dans la ville avec Amorce actuellement. Donc ça c'est pour la France, et on regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur, donc ça c'est la réglementation. Et puis la dernière chose qu'il faut pour que le projet réussisse, on a vu une illustration avec ici et Bonifacio, c'est qu'il faut à un moment donné que les gens soient alignés pour embarquer tout le monde. Et c'est la communauté reuse, c'est la stratégie. Il faut quelqu'un qui pose une vision et qui dit, bon, ok, on va y aller. Donc, je vais vous présenter... Alors, il faut que ça passe. Voilà, bon, bah là, Donc, l'étude, en fait, alors, donc, c'est une étude d'actualisation. Donc, là, c'est un petit peu pénible, mais on essaye, en fait, de se mettre à jour pour voir comment on peut tirer les enseignements des 15 dernières années. Et après, je terminerai par concrètement comment on fait quand on est sur un territoire et qu'on veut mener un projet. Donc l'étude commence, elle sera terminée d'ici 8 mois. Voilà une petite slide sur le Plan Bleu, mais vous l'avez déjà présenté, et puis je l'ai un peu introduit, vous l'aurez dans les slides. Alors c'est un peu du mal à passer.
Ça, c'est une slide sur Ecofilae. Donc Ecofilae, c'est une société d'ingénierie innovante. On n'a qu'un seul objectif, c'est d'aider soit ceux qui ont des eaux usées non conventionnelles, des eaux non conventionnelles, soit des usagers, soit des territoires, des collectivités, des pays, à pousser et à rendre possible leurs projets de réutilisation. Donc vous voyez un peu nos réalisations. On est complètement décomplexé depuis le début, nous, sur la réutilisation des eaux. D'ailleurs, c'est plus la peine de dire réutilisation des eaux usées traitées. Hein. Pourquoi préciser? Quand on réutilise des eaux, on réutilise des eaux. Et les eaux, c'est quoi? C'est les eaux dites non conventionnelles. Donc le ministère a posé ça. Bon, c'est un verbiage qui n'existe plus à l'international depuis 20 ans, mais qu'on vient d'introduire en France, qui sont les eaux de piscine, les eaux de toiture, les eaux d'exor, les eaux industrielles, les eaux usées traitées, en local, en local et en centralisé, c'est la séparation des flux, c'est les urines, c'est les eaux grises, tout ça. Ça, c'est les sources d'eau. Et de l'autre côté, on a tous les usages. Donc tous les usages, ça va de l'usage le plus haut de gamme, Vendéo, qu'on appuie sur la réutilisation d'eau indirecte, à des usages agricoles, etc. etc. Donc ça, c'est l'approche. Alors le périmètre en fait du plan bleu, ce qui est intéressant dans les approches, c'est que justement, alors on en a parlé beaucoup ce matin, mais c'est pas du tout naturel quand on est sur le continent, quoi. C'est ce que vous disiez, je sais plus qui disait, mais en fait la Méditerranée, c'est en bas de la carte, quoi, en gros. En fait là, c'est que c'est le périmètre d'intervention du plan bleu. Et donc effectivement, l'objectif, c'est de se dire pourquoi l'Espagne a avancé, quelles sont leurs problématiques, pourquoi la Tunisie, pourquoi, etc., pour essayer d'en tirer quelque chose, y compris dans la partie nord de la Méditerranée. Donc, pour nous, on va considérer une petite nouveauté, c'est les eaux grises. Donc on va faire du centralisé et du décentralisé, donc les eaux résiduaires urbaines et les eaux grises. C'est très important cette histoire de décentraliser, parce que ça a été oublié pendant très longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est très centralisé et que déjà l'assainissement autonome, on veut le cacher. Bon, c'est génial quand même de pouvoir réinjecter ces eaux. Il faudrait les réinjecter en surface, quoi. C'est quand même idiot de les mettre dans le sol, les mettre en surface. Mais alors, imaginez recycler ces eaux grises pour des usages d'espaces verts, de nettoiement, etc. C'est quelque chose complètement fou. Juste pour info, on vient de faire autoriser le seul projet depuis 15 ans sur un bâtiment, 2 ans d'instruction, c'est à Saint-Raphaël, pour la réutilisation d'eau de douche, station membranaire, pour un usage irrigation espace vert. Vous voyez où? Au Japon, ça se fait depuis 50 ans. Donc on va prendre ça, et puis de l'autre côté, on va prendre tous les usages, il y en a 16, vous aurez la liste ici. Vous voyez que là-dedans, il y a l'usage de nappes, il y a les recharges de nappes, enfin il y a absolument tous les usages. On n'a pas mis la nage artificielle, parce que c'est quelque chose qui... Mais on pourrait, quoi. En Méditerranée, je ne suis pas sûr que c'est justifié encore. Ce qu'on avait fait, en fait, alors c'est un petit peu austère hein, comme approche, donc vous les avez, c'est que on prend chaque réglementation. Et ça, c'est ce que, du coup, j'avais fait en 2012, et on va réactualiser en 2023. C'était très basiquement, on avait dit en fait, qu'est-ce qui est autorisé dans tous les pays. Donc, je sais pas, vous voyez pas très bien ici, mais le Portugal et l'Espagne, ils ont quasiment toute la colonne verte. Tout était autorisé, sauf l'eau potable. Je vous dis pas, en 2010, c'était révolutionnaire. Parce qu'en France, en 2010, on avait nada, rien. Et le premier arrêté qui est arrivé en août, en fait, il était mort-né, il a fallu attendre 2014. Donc, c'est juste une illustration pour qu'on ait bien, sur tout le champ méditerranéen, comment les pays ont évolué dans la réglementation. Et quand vous êtes sur des cases oranges, alors évidemment, ça c'est une illustration très synthétique, mais derrière, on explique, ça explique quelles sont les restrictions qui sont appliquées, par exemple, sur ces réglementations. Quelque chose, j'en sais rien, par exemple, en Égypte, vous avez des restrictions très fortes sur les produits mangés crus. En Tunisie aussi. Alors, en fait, ça veut dire quoi? Comment on le traduit en termes de freins? Ça veut dire que c'est bien de mettre des restrictions, ça fait peut-être plaisir à son esprit hygiéniste. Parce qu'en fait, je vous dis tout de suite que la nature, elle dégrade énormément. Une goutte d'eau qui traverse l'air, c'est un abattement de 2 logs. Une goutte d'eau qui est sur un fruit, c'est 2 logs aussi. Quand ça arrive dans le sol, c'est 3 logs. Donc, on pourrait irriguer des eaux non désinfectées sans aucun problème si on avait ces mesures de précaution. Donc, on le fait. Donc, je vous montre quelques premiers résultats. Encore une fois, je suis un peu désolé. Donc, l'étude commence. Donc, mais c'est le jeu de vous la présenter, parce que c'est le jeu aussi de faire un appel à contribution. J'en profite, parce que évidemment, pour faire remonter l'information, il faut les fouiller, donc on a des contacts dans chaque pays, on a des relais qu'il nous faut remonter de l'information, mais sans doute que vous avez peut-être de l'information à remonter. Et on a commencé, vous voyez la France, la colonne de la France, elle a commencé à se compléter.
depuis 2022, effectivement, les usages urbains, c'est open. La recharge de nappe, c'est toujours tabou. Effectivement, ce matin, un intervenant disait au niveau européen, ça va sortir. Je serais moins enthousiaste que ça. Par contre, c'était prêt à sortir en même temps que l'arrêté pour l'irrigation, mais ça n'est pas sorti. Mais par contre, le texte est prêt. Ça a été fait par JRC, qui est le Joint Research Center de l'Union européenne. Et donc, les guidelines sont prêts pour la recharge de nappe. Donc, on est en train de le compléter doucement. Et pareil, on va faire pareil pour les registres de retour d'expérience. Pareil, pour s'inspirer de l'existant. Alors, je vous illustre 3 petits points réglementaires. Juste pour vous montrer que c'est une complexité folle, la réglementation, folle. Et on a la chance en France, on a à peu près, sans doute un des trucs les plus complexes. Donc c'est une chance, quoi, pour ceux qui aiment la réglementation. Les dernières consultations, on est bien placé pour le savoir, il y a un groupe de travail qui s'est réuni pendant 3 ans, organisé par l'ASTE, qui a rendu ses conclusions à la Villette il y a 2 mois. Et les publications des arrêtés que vous avez dû voir, il y en a 3 qui ont été publiés. Je crois que Julien, tu disais qu'il y en avait 3, je ne sais pas où est Julien. Derrière le pylône, voilà. Donc le mois dernier, il y en a eu 3. Ils ont été publiés sans prendre en compte les conclusions de ce groupe de travail et sans concerter le groupe de travail. C'est vous dire le niveau un peu de déconnexion absolue entre les opérationnels qu'on représente, on essaye de faire remonter des trucs, et puis le truc hallucinant qui tombe du haut, quoi. Et donc là, en Europe, par exemple, c'était quoi les spécificités? Je vous dis juste une spécificité, c'est que l'Europe a dit, à juste titre à mon avis, on est dans une approche multibarrière. C'est quoi multibarrière? Maintenant on le sait, depuis le Covid. Est-ce que c'est une multibarrière? Avant on ne savait pas. Donc multibarrière, c'est je peux irriguer des fraises si je le fais en goutte à goutte, la nuit, sans accès des potagers, enfin des jardiniers autour des fraises. On comprend bien ce que c'est les barrières. C'est la nuit, c'est le goutte à goutte, le fait qu'il n'y ait pas de contact, etc. Par contre, si je fais de l'aspersion en pleine journée sur des fraises, évidemment, je ne vais pas prendre la même qualité. C'est ce qu'a pas du tout compris en France les services de santé, puisque depuis 2010, on a exactement les mêmes précautions, quelle que soit la qualité. Donc ça, c'est l'approche européenne. Et la deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est qu'en Europe, donc là je parle de l'Europe, bien sûr il y a l'Europe du Sud, mais surtout l'Europe du Nord, avec une fight aussi, en termes de lobby sur les productions agricoles, etc. Et donc, vous parlez à des gens, à des Croates, vous parlez à des Autrichiens, ils ne sont pas du tout branchés réutilisation encore. Vous voyez, donc vous avez des niveaux, en fait. Donc l'Europe a essayé d'homogénéiser ça pour avoir un standard un peu général. Et comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui, le 26 juin, c'est l'application en France. C'est pour ça qu'est sortie la consultation il y a 2 jours sur ce texte. Bon, blabla, vous avez toujours des niveaux de qualité, toujours des usages, toujours des précautions, des machins, ça c'est systématique. Je passe en détail, c'est vraiment pour les initiés. Quand on regarde l'Espagne, alors je ne suis pas du tout spécialiste de l'Espagne, on a intervenu sur pas mal de pays, mais l'Espagne, le gros enjeu en ce moment, alors l'Espagne par exemple, il y a un petit truc qui est spécifique, c'est que les usages ornementaux et récréatifs sont interdits dans les espaces verts. Je le dis pour ceux qui sont en France là, qui essayent de se débattre avec la réglementation française sur les espaces verts. Donc en Espagne, eux, ils ont interdit ce petit volet-là pour des questions d'exposition. Voilà, c'est une spécificité. Et le gros enjeu en Espagne, en tout cas un enjeu, parce qu'on travaille beaucoup avec des Espagnols, c'est en fait à force de faire de la reuse, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, le niveau des rivières en a pris un coup. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, il y a de la flotte, donc le recycler c'est quand même positif, mais ça ne marche pas partout. Donc maintenant on est vraiment dans une logique où il faut prélever uniquement le surplus pour pas qu'il y ait d'impact dans la rivière, puisque la rivière est un des usagers. Dernière illustration, donc là pareil, donc, les spécialistes pourront apprécier les différences de qualité qu'on a, le fait qu'on a moins de paramètres, etc., etc. Et une dernière illustration sur la Tunisie. Moi je trouve que la Tunisie, donc là, vous intervenez pas mal sur la Tunisie, donc tu pourras peut-être en parler. C'est un pays qui très fort a poussé la réutilisation de l'eau, puis après un peu s'est stoppé, mais était vraiment très en avance et a rattrapé ou rattrape son retard, ou en tout cas s'est remis au truc. Et là c'est pareil, il y a une spécificité, c'est qu'il demande l'autorisation des 4 ministères. On la partage, cette spécificité, et c'est bien le problème en France. Il faut 4 ministères qui signent en bas du truc pour avancer. Voilà. Donc on essaye en fait à travers une analyse comme ça d'être extrêmement concret pour apporter des informations directes à la DEB, directes à la direction sanitaire, qu'on a en direct, qui nous demande de faire remonter des informations pour dire regardez, en Espagne ils font ça, est-ce qu'on ne pourrait pas le valider en France? Voilà, on essaye d'avoir ça. Malheureusement, ce n'est pas forcément couronné de succès, mais on ne désespère pas. Le dernier point que je voulais aborder avec vous pour faire un truc un peu plus concret, alors illustration de la Corse, parce qu'on a eu l'occasion l'année dernière pour le compte de la collectivité,
Bon, j'ai un peu de mal à faire passer ces... Voilà. Bon, enfin, ça c'est une carte de la Corse, donc je vous apprends rien. Avec ces steppes, je crois que... Alors j'ai oublié de vérifier, mais il y a 270. Donc en fait, c'est de se dire, bon ok, la Corse est une île, on en a parlé, etc. Où sont les potentiels? Donc on a adressé plein d'indicateurs, on a croisé, etc. pour essayer de trouver des catégories de fonctionnement possibles en Corse. Alors c'est une étude qui doit être encore finalisée, qui n'a pas été publiée. Mais en fait, on s'est aperçu, alors je vous donne juste les moteurs et les freins. Alors les moteurs, c'est les forces motrices, hein, c'est ce qu'on a dit ce matin, c'est ici, une force motrice, c'est le fait que le rejet dans le milieu naturel était compliqué. C'est une force motrice 1. La deuxième, c'est on manque d'eau. La troisième, c'est qu'il y a un golfe. Ça fait 3 forces motrices. Peut-être je schématise, je suis désolé. Mais vous avez 3 moteurs allumés, c'est plus facile pour démarrer le truc que s'il y en a 0. Donc, il y a des zones vulnérables au stress hydrique, vous avez des zones vulnérables à l'eutrophisation, il y a des rejets hydrographiques qui sont sensibles à la charge polluante, hein, rejetés par les steppes, il y a les effets du changement climatique, on en a parlé ce matin, il y a un potentiel d'irrigation agricole qui est important, et puis des risques d'incendie dont lutte contre les incendies, donc ça fait des moteurs allumés. Bon, à côté des moteurs, vous avez pas des freins, mais des choses qui peuvent faire en sorte que ce moteur ne s'exprime pas, ou alors la solution est déjà trouvée. La première, c'est qu'il y a déjà un réseau. C'est un peu comme dans le sud de la France. Vous voyez, le sud de la France aurait dû se mettre à la Rius bien plus tôt. Sauf que le sud de la France, c'est là où il y a le plus de réseaux hydrauliques. Entre la SCP, BRL, CACG. Donc vous avez de la flotte partout. Donc on ne voit pas pourquoi on ferait de la réutilisation d'eau. Vous avez peu de substitutions. Vous avez des activités industrielles qui sont limitées. Il faut voir que dans les projets, nous on appuie beaucoup d'activités industrielles. On a convaincu les agences de l'eau, etc., de les mettre dans le scope de la réutilisation parce que eux, ils ont le feu aux fesses et on leur demande des restrictions. Du coup, ils peuvent être moteurs sur des projets. Il y a un relief important, je ne vous apprends rien, et puis il y a plein de chapelets de petites steppes, dont le potentiel est local, micro-local, mais les investissements nécessaires sont quand même importants par rapport à un potentiel micro-local. Néanmoins, on voit l'argent qu'on peut mettre pour faire tourner des balayeuses, et à juste titre, pourquoi pas, il peut y avoir des opérations. On avait travaillé sur l'appel d'offres d'Ajaccio sur une banque de figuiers, sur une zone avec une toute petite steppe au-dessus, ça se justifiait peut-être que sur des zones expérimentales comme ça, on puisse réutiliser l'eau. Bon, ça c'était juste pour vous adresser un petit panorama. Et je termine par 3 slides qui sont des slides extrêmement concrètes. J'ai une idée, j'ai une station d'épuration, mais pas que, eau de piscine, eau d'exor, je l'ai dit, etc. Et j'ai envie d'avancer. Concrètement, je fais comment? Alors, on essaye de baliser ça. Cette idée, elle est reprise dans les guidelines européens. La première, c'est, alors vous avez tout, l'étude multicritère d'opportunité. Bon, j'ai oublié, ça c'est ce qu'on a fait sur la Corse par exemple, mais vous prenez votre site, vous regardez le potentiel du site, ça sert à quoi de regarder le potentiel du site? Est-ce que ça vaut le coup de le faire avec un P? Parce que peut-être que non. Exemple, vous avez le réseau, un réseau d'eau brute qui passe juste à côté. Et puis alors le réseau, il est garni, il n'y a pas de problème de déficit en eau, etc. On pourrait dire que là, en fait, ça vaut pas le coup, ou ça vaut pas le coup tout de suite. Donc ça vous permet de sortir des scénarios. Puis après, la préfaisabilité, vous prenez un scénario, ça permet de répondre notamment à la question est-ce que ça vaut le coup avec un T? C'est-à-dire est-ce que je génère suffisamment de valeur pour balancer mon coût, plus la valeur écologique, plus la valeur sociale, etc. Bref, est-ce que je suis capable de dire ce projet, il est viable? Et si je le compare à la situation contrefactuelle, c'est-à-dire je ne fais rien et je projette dans 20 ans, est-ce que ça génère de la valeur? Si c'est le cas, à ce moment-là, on peut rentrer dans des demandes d'autorisation qui sont derrière. Et j'insiste là-dessus. Donc après demande d'autorisation, 2 chemins. Je garde les 2 chemins quand même parce que pendant longtemps, ça a été, il faut faire les premières balayeuse, première lutte contre l'incendie, première tomate, première blanchisserie, première recyclage d'eau grise. Vous voyez, tous ces trucs, il faut les faire parce qu'en fait, c'est pas la force publique qui les fait. Il faut les faire remonter du terrain. Donc ça s'appelle des pilotes. Mais si vous êtes évidemment dans un monde réglementé, bon, vous pouvez y aller tout droit, les golfs, l'espace vert, l'agriculture, etc. Vous pouvez avancer directement sur des autorisations longue durée. Petite illustration, en fait c'était des illustrations pour montrer que c'est du concret, c'est sur le terrain. Et voilà, bon, on peut en discuter, c'est pas forcément l'objet de prendre du temps là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et on reste dispo, toute l'équipe Écofilet et Plan Bleu, pour répondre à vos questions. Alors, vous nous avez fait ça au pas de course, mais merci pour cette présentation rapide et détaillée. Maintenant, je vais laisser la parole à Vincent Couleza, qui travaille pour la Société du Canal de Provence, donc bien connue quand même, au sens où elle irrigue, donc elle a été citée par Nicolas Condon. Elle fait partie de ces acteurs qui irriguent finement
le territoire de la région sud, en fait. Donc je vais lui laisser la parole. Donc il a été envoyé délégué par l'Institut méditerranéen de l'eau, qui est effectivement un organisme, ça s'appelle un institut, mais c'est plutôt un réseau, je crois. Oui, tout à fait. Alors, voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter l'Institut méditerranéen de l'eau. Donc, Alain Messonnier, qui est le président de l'Institut, devait venir. Il s'excuse de ne pas pouvoir être présent et donc il a sollicité notre société, qui est membre de l'IME, pour la représenter. Donc l'IME, l'Institut méditerranéen de l'eau, c'est une ONG régionale à vocation internationale. C'est une société qui fait de la coopération régionale à l'échelle de la Méditerranée et un peu plus large, dans différents domaines. C'est une association qui a été créée en 1982 au Maroc, qui est basée à Marseille. Il y a 3 collèges, des collectivités, les opérateurs entreprises et les experts. Et l'IME travaille avec des conventions de partenariat avec de nombreuses institutions, que ce soit le Conseil mondial de l'eau, l'Union pour la Méditerranée, la FAO, la Fondation Prince Albert II de Monaco, etc. Il travaille pour mettre en réseau donc, des institutions et des experts, des compétences, pour développer les capacités des institutions, pour capitaliser l'expérience, pour capitaliser les technologies ou les bonnes recettes. Il dispense des formations et je vous invite aussi tout particulièrement à suivre ces webinaires sur YouTube parce qu'ils sont vraiment bien faits et très intéressants. Alors, voilà. L'IME a été chargé par le Conseil mondial de l'eau de faire une étude de faisabilité de l'Observatoire mondial des ressources en eau non conventionnelles et des énergies renouvelables associées. Donc ça a été lancé, cette étude a été lancée en 2021. Et à l'issue de cette étude, il y a un pilote qui a été lancé sur la Méditerranée et le Sahel, sur 14 pays, pour faire ce qu'il en ressort de cette étude, c'est un petit peu ce que sait faire l'IME. Donc des retours d'expérience, promouvoir des coopérations, des projets communs de recherche et développement dans ces domaines, répondre aux consultations des autorités nationales et régionales sur leurs politiques publiques, et puis faire des formations, du renforcement de capacité et de la sensibilisation du grand public. Voilà, je vous présente rapidement la Société du Canal de Provence, qui ressemble à la Semivac et puis donc à l'Office hydraulique de Corse que je découvre, même si pas mal de mes collègues ne la découvrent pas. On a beaucoup travaillé ensemble. Donc nous sommes une société d'aménagement régional, société d'économie mixte, concessionnaire de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. On gère avec 4% des prélèvements sur le système Durance-Verdon, donc tout ce qui descend des Alpes du Sud. Avec ces 4% de ce qui est prélevé dans ce système, on distribue 40% des usages, qui soient les usages urbains, les usages agricoles, les usages industriels, la DFCI. Enfin, c'est un réseau qui est pensé multi-usage dès l'origine. On a 4 grandes activités. Au-delà de cette concession, on est aussi bureau d'études, puisqu'on étudie nos aménagements. On s'occupe des énergies, tout ce qui est lié à l'eau, et puis de différents services. Et on accompagne les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires de l'eau sur tout le cycle de leur projet, sur le petit cycle et le grand cycle de l'eau. Voilà, quelque chose qui tenait à cœur, je discutais tout à l'heure avec le président de l'Office de Corse, c'est la sobriété. Donc voilà, c'est quelque chose qui a fondé notre société, sobriété et rigueur à tous les niveaux, avec sur la partie concession une efficience de 90% de l'eau, et puis sobriété des usages grâce à un comptage dès l'origine, voilà, dès la création du canal dans les années 60, on a mis en place des compteurs, une tarification et des sensibilisations adaptées pour atteindre cette performance de 4% de prélèvement pour 40% des usages. Alors, on n'a pas beaucoup développé ce qui est réutilisation des eaux usées traitées pour notre concession,
parce qu'on avait une ressource abondante. Mais aujourd'hui, on s'y met pour la concession. Et ça fait de nombreuses années qu'on y travaille pour nos clients en France et à l'international. Donc quelques exemples. Donc sur le littoral, on a travaillé sur les études réglementaires du golfe de Spérone, notamment en 2014, mais je crois que ça a été plus long. On a fait le retour d'expérience de 40 ans de réutilisation des eaux usées sur Porquerolles. Et puis on travaille à l'international sur le Maroc, la Jordanie, la Tunisie, etc. On a contribué ou édité des documents de référence, notamment un cahier méthodologique sur la réutilisation des eaux usées traitées en Occitanie, la même chose sur la Tunisie, et puis on a été sollicité comme Ecophilae juste auparavant par le COSTEA, le Comité scientifique et technique de l'eau agricole de l'Agence française de développement, pour des retours d'expérience sur différents pays suivis par l'AFD. Alors sur la Méditerranée, on l'a cité, mais on n'en a pas beaucoup parlé, du changement climatique. Donc on voit que là, il y a les 4 hypothèses de changement climatique. Dans les 4 cas, la Méditerranée est un des hotspots des impacts de ce changement climatique dans le monde. Donc la Méditerranée est une des plus concernées par les dérèglements. L'année 2022 a été une année de prise de conscience à l'échelle nationale, et pas seulement sur la zone méditerranéenne. Et donc on a une volonté politique qui a été affirmée par le président de la République le 30 mars pour les 53 mesures pour l'eau, avec notamment 1000 projets réutilisation des eaux usées traitées pour 2027, et puis quelque chose qui peut intéresser la Corse avec un appel à manifestation d'intérêt qui a été annoncé avec l'Association nationale des élus du littoral pour travailler sur ces questions-là. Sur la région sud PACA, notre président de région a lancé le plan Or Bleu en mars avec trois priorités. Priorité 1, sobriété. Deuxième, c'est la solidarité entre l'amont et l'aval, entre les usages. Et puis enfin, la dernière, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. Enfin, l'innovation dont la réut. La Méditerranée, donc les pays du sud de la Méditerranée n'ont pas attendu le changement climatique pour engager la réutilisation des eaux usées traitées. Et on voit ici une carte de la Tunisie avec les différentes stations d'épuration dont les eaux usées sont réutilisées. Donc il y a un peu plus de 50 ans, presque 60 ans maintenant d'expérience en Tunisie. Le premier périmètre remonte à 1965. 20% des eaux usées traitées sont réutilisées en Tunisie, donc 60 millions de mètres cubes. Et c'est à peu près un tiers de cette eau qui est réutilisée pour l'agriculture. Alors, voilà, je vous donne les chiffres. Donc il y a 32 périmètres irrigués, 8500 hectares qui utilisent les eaux usées traitées. Alors, au-delà de ces périmètres irrigués, il y a aussi des usages environnementaux, industriels et des golfs. Donc environnementaux, notamment, ces eaux usées sont utilisées pour lutter contre l'intrusion du biseau salé en zone littorale. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors, voilà voilà. Alors, aujourd'hui, cette réutilisation des eaux usées se trouve avec quelques difficultés. Le taux de réutilisation stagne. Les usages autres qu'environnementaux pourraient être plus développés. Et puis surtout, on a beaucoup de stations d'épuration qui sont en fin de cycle, qui sont mal entretenues, avec des coûts d'énergie qui sont très importants, qui fait que le niveau d'épuration baisse. Et en face, on a une faible valorisation des cultures pour différentes raisons. Alors notamment dans les raisons, il y a des questions. Alors on parle de valorisation de ces cultures. C'est pas tant pour un problème économique qu'un problème de gouvernance, avec des décisions qui sont pas toujours adaptées pour utiliser l'eau, pour rentabiliser toutes ces infrastructures. Avec des prix agricoles qui sont souvent des prix sociaux
et donc avec des prix maximum pour les agriculteurs. Alors je sais pas ça. Voilà. Donc aujourd'hui, là, ça a du mal à... Voilà. Voilà. Aujourd'hui, la Tunisie a un tournant, puisqu'il y a besoin de réhabiliter les stations d'épuration. Il y a une politique de relance des périmètres irrigués, et puis il y a une grosse prise de conscience liée aux questions de changement climatique. Alors, pour retirer un peu les leçons de toutes ces expériences, j'ai fait une liste de questions qui se posent en fait avant d'aborder un projet de ce type. Il y a la question de est-ce que les quantités traitées coïncident avec les quantités de besoins? Est-ce que la localisation de ces productions d'eau usée traitée coïncide avec la localisation des besoins? Est-ce que ces eaux usées traitées vont aujourd'hui réalimentent un milieu récepteur? Est-ce qu'elles vont manquer à ce milieu récepteur, ou est-ce qu'au contraire, par exemple à Bonifacio, ces eaux vont être gênantes pour le milieu récepteur qui est la mer, donc ça a beaucoup d'intérêt de la réutiliser. Ensuite, quels sont les besoins de qualité suivant les différents usages? Donc se poser la question des risques acceptables et du coup les traitements qu'on va mettre en place. Quelle infrastructure de distribution? Est-ce qu'il y a besoin de stockage? Quels usages prendre en compte? Voilà, jusqu'où on va. Quels sont les coûts? Alors, il faut prendre les coûts d'investissement, d'exploitation, maintenance, notamment l'énergie, notamment aussi les coûts de suivi de la qualité, les questions de rénovation pour faire un investissement durable. Quelle est la valeur ajoutée des usages en face? Est-ce que cette valeur ajoutée permet d'équilibrer les coûts? Est-ce qu'elle est régulière? Parce qu'il y a besoin d'entretenir l'aménagement chaque année et pas seulement quand il y a de l'argent auprès des usagers. Une fois qu'on a répondu à ces questions, il faut se poser la question de qui gère quoi. Voilà, il y a un traitement tertiaire à mettre en place et des infrastructures de distribution, éventuellement de stockage. Est-ce qu'on les confie à une association d'agriculteurs? Est-ce qu'on partage ces aménagements entre le service d'eau et d'assainissement et une association d'agriculteurs? Ou est-ce qu'on fait le partage? Sur quel contrat? Avec quelle base technique et économique? Quels sont les impacts des usages? On n'a pas beaucoup cité les problèmes de salinité que ça peut poser dans les sols quand on apporte de l'eau usée traitée. Est-ce que les usagers, les agriculteurs, si on parle d'agriculteurs, sont formés à l'utilisation de ces eaux? Et puis, quelle est l'acceptabilité des usagers? On a vu des projets qui suscitaient du rejet de la part des usagers parce que l'agriculteur se disait qu'il ne vendrait pas sa production si on savait qu'elle était irriguée avec de l'eau usée traitée. Donc se pose du coup la question de l'acceptabilité par les consommateurs et par les citoyens. Et puis, en travers de toutes ces questions, il y a la question de la réglementation qui évolue rapidement. Et en fait, toutes ces questions sont contraintes et à chaque fois, il faut se réadapter à ces questions-là. Alors... Voilà, donc quand on aborde désormais ce type de projet, on l'aborde de façon holistique. La réutilisation des eaux usées traitées, c'est une problématique composite où il faut prendre de multiples facteurs en compte. Et la réussite d'un projet est soumise à une bonne conjonction de ces différents facteurs. Donc les facteurs en question, il y a toutes les dimensions sanitaires avec les questions de risque, la dimension environnementale avec la question des milieux récepteurs, la pédologie, l'hydrogéologie. Se poser aussi la question au niveau de l'environnement de l'analyse du cycle de vie. Et donc il faut prendre en compte plusieurs scénarios d'alimentation en eau. Un scénario de réutilisation des eaux usées, ou plusieurs, mais aussi parmi d'autres scénarios d'alimentation en eau du territoire, et les comparer sur l'ensemble, parce que voilà, tel scénario va utiliser plus d'énergie, tel autre va utiliser plus d'eau qui viendra du milieu naturel, donc des impacts différents qu'il faut pouvoir comparer et mesurer. L'économie, le social, la question du cadrage institutionnel,
les usages avec les questions agronomiques et puis la technique, bien sûr. Voilà, donc en conclusion, voilà, donc là, il faut considérer la réutilisation des eaux usées traitées comme une ressource en eau parmi d'autres, le penser sous forme de gestion intégrée des ressources en eau et penser multi-usage. Ensuite, avoir une réflexion systémique à 360 degrés dès l'étude de faisabilité. Et la réhute est une solution quand il y a une conjonction de facteurs où tous ces facteurs sont positifs. C'est un projet de longue haleine et souvent, voilà, ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, une dizaine d'années minimum, où il faut impliquer tous les acteurs dès le départ et puis ne pas négliger l'acceptabilité sociale. Merci. Alors, vraiment, merci à tous les deux. Je voulais juste signaler que les présentations seront mises en ligne. Donc, pour ceux qui souhaiteraient les récupérer, donc, elles seront mises en ligne sur le site de ces rencontres. Donc, voilà. Et par ailleurs, donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Il vous suffit de lever la main. Moi, j'avais peut-être une question qui va vous paraître étrange. Mais depuis ce matin, on dit la réglementation, la réglementation, la réglementation. On va prendre le problème à l'envers. Et je vais me tourner vers des gens qui ont l'expérience, qui ont fait des études sur des réglementations existantes partout. Ce serait quoi une réglementation rêvée? C'est-à-dire que si on inverse le problème, c'est-à-dire plutôt que de dire ce qu'on a ne nous convient pas, qu'est-ce que ce serait la réglementation qui vous conviendrait et qui faciliterait la réglementation des eaux usées traitées dans un contexte tout en maintenant la sécurité, etc. Alors moi, je rêverais qu'on me pose cette question, mais que ce soit les gens du ministère qui nous la posent. C'est quoi votre réglementation rêvée? Parce que je vous assure qu'on est capable de réunir les 12 personnes qui sont capables de faire la réglementation qui servira à tout le monde. Et c'est pas 12 personnes dépendantes, je veux dire. Donc je veux dire, la réglementation rêvée, c'est qu'on remet tout à plat. Les eaux potables, non, ne doivent pas forcément venir des eaux conventionnelles qui sont, comme on l'a dit, 66 fois. La Seine a été bu 17 fois entre la source et l'estuaire. Donc on met tout à plat. On dit, on a des sources d'eau, très bien. D'où qu'elles viennent, peu importe. Elles ont des qualités, des quantités, une certaine valeur, on a des usages. Donc là-dedans, il y a les eaux de nappe, les eaux de rivière, il y a les eaux d'exor, il y a les eaux de steppe, il y a tous ces trucs. Centralisés, décentralisés, parce qu'évidemment, si on fait du truc décentralisé, on n'a pas besoin de charger les stations d'épuration. On a compris quand même que l'économie circulaire de l'eau, ça devait se faire en boucle proche. Okay, donc ça, on enlève tous les tabous de je concentre toutes mes eaux en bas du bassin versant. Évidemment, je suis obligé de les remonter parce que si on avait considéré que c'était les châteaux d'eau, les stations d'épuration, on les aurait mis en haut des bassins versants et pas en bas des bassins versants. Et puis après, on dit quels sont les meilleurs scénarios pour qu'à la fin, l'empreinte eau soit la plus faible, on maximise la valeur économique et on maximise la valeur sociale et écologique. Tout ça, on sait faire. Et c'est très simple quand on le prend comme ça. Interdire la réutilisation des eaux grises dans les collèges parce que c'est dangereux pour les enfants, ne pas permettre d'irriguer avec des eaux de qualité A qui sont des meilleures qualités que l'eau de baignade quand il y a du vent, etc. Tout ça, ça vient freiner. Et le fait d'enquiller les réglementations, le dernier truc en date, c'est la réglementation européenne arrive. Ah, on ne s'est pas mis aux normes en France. Ok, 1er juin, consultation publique, on a 3 ans de l'application du règlement qui s'applique 3 ans après. Et que fait cette proposition de texte? Elle prend la réglementation française avec ses mesures barrières, elle prend la réglementation européenne avec les mesures barrières, et on empile. Voilà. Et on meurt de ça. Et on meurt d'un truc. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans les groupes de travail, je suis même plus énervé maintenant, je suis dépité. Mais on y arrive quand même. On meurt du fait d'être dans une hygiénisation, y compris dans notre esprit, de penser que l'eau n'a jamais été bue avant. Parce qu'effectivement, c'est plus facile d'utiliser l'eau du Rhône pour faire de l'irrigation ou l'eau du Rhône pour potabiliser l'eau de la Grande Motte. C'est plus facile que de récupérer les eaux de la station qui sont de meilleure qualité pour aller irriguer son golfe. Et donc, jusqu'où on va aller avec de la charge sur ce volet reuse, alors que le reste, on ne contrôle rien du tout. Et c'est pas pour ça qu'on a des pandémies. Et je terminerai par un truc aussi, c'est qu'à l'échelle mondiale, la revue mondiale montre que plus on fait de réutilisation d'eau, planifié, on appelle ça plan water reuse, c'est-à-dire quoi? Qu'on a désinfecté les eaux, plus la qualité des masses d'eau s'améliore. Donc en gros, moi si j'étais responsable de la santé
en gros, dans ce pays et des mastos, je dirais allez-y les gars au maximum. Et ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est une réglementation a posteriori, c'est-à-dire un peu comme aux States, faites-le, comparez par rapport aux témoins, vous mettez des piézos, etc. Et s'il y a dérive, on arrête. Mais s'il n'y a pas dérive, on accepte que ça marche. Parce que le golfe de Spéronne, Clermont-Ferrand, Noirmoutier qui ont des ennuis en ce moment parce qu'il faut se mettre par rapport à la réglementation, ce sont des choses qui marchent parfaitement bien. Voilà, bon, donc je ferai ça. Je ne sais pas si ça répond aux questions, mais c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et je vais juste une deuxième question. Est-ce qu'il y a un pays, parce qu'on a tendance parfois à dire, à prendre exemple sur d'autres pays, ça peut arriver aussi. Est-ce que selon vous, il y a un pays qui a une réglementation qui ressemblerait à ça, quoi? Je ne suis pas assez compétent pour le dire. Moi, je n'ai pas croisé de réglementation hyper simple et complète surtout. Complète. Hein, aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire une balayeuse, un golf et un espace vert dans une résidence, il est sur 4 réglementations déjà pour commencer. Donc moi je ne connais pas, mais il y a des spécialistes dans la salle, il y a des experts, peut-être aux États-Unis, peut-être Valentina, Marie-Christine ou peut-être d'autres, je ne sais pas. Alors pas forcément 3 questions, mais 3 remarques. La première sur l'étude, mais on l'avait déjà discuté lorsque vous l'aviez présentée au comité de bassin. Et je crois que je vous avais déjà fait la remarque. Lorsque vous mettez dans la colonne, non, ne craignez pas. Vous savez que j'ai une grande gueule, mais là, après le repas, je suis calme. Non, vous me connaissez, je vous taquine, vous le savez. Quand vous présentez dans la colonne sur les moins, le problème de l'absence d'industrie. Mais vous savez que l'absence d'industrie fait que dans nos stations d'épuration, dans nos bouts de stations d'épuration, on a moins d'éléments traces, pour ne pas dire des métaux lourds comme avant. Donc, je ne sais pas, je ne le mettrai pas dans la colonne, je pense que vous avez fait la remarque. La deuxième, et vous venez de vous contredire. Tout à l'heure, j'allais dire sur les présentations, vous avez dit justement, il n'y a pas de grande station d'épuration, à part le Grand Bastia, où on a pas loin de 5 millions de mètres cubes par an. Le reste, c'est que des petits. Et vous avez laissé sous-entendre que ce ne serait pas trop intéressant. Moi, je crois au circuit très court pour la réhute. Je vais dire réhute en français. Vous dites réuse parce que vous êtes américain. Donc moi, je suis un Français, un peu corse aussi, mais bon. Donc je vais dire réhute. Le président m'en veut déjà. Non, plus sérieusement. Parce que ça voudrait dire que ici, on n'a rien à faire. Plus petit que Boniface, il n'y a pas. Voilà. Et la troisième remarque, elle est plus dans mes cordes, je dirais, elle est dans les milieux. Moi, je suis pour la réhute dans tout ce qui se jette en Méditerranée, c'est une hérésie. Par contre, dans les cours d'eau, il existe des petites stations d'épuration. Je parle sous le contrôle du président de l'office de hydraulique qui connaît les cours d'eau du Cap Corse. Il y a des cours d'eau dans le Cap Corse, en été, ne coulent qu'à l'émissaire de la station. Donc voilà, c'était davantage des remarques pour lancer un peu le débat. Alors, je peux vous répondre parce que je n'ai peut-être pas entendu. Quand je mettais frein, c'est... Bon, déjà, c'est pas moi qui ai fait la slide. Je vais donc engueuler la personne qui l'a faite. Non, en fait, c'est-à-dire, nous, on adore les instructions parce que ça crache du volume et tout. Donc, je suis d'accord avec vous. Je retire, il y a une erreur sur le frein. Le deuxième, c'est, pour moi, small is beautiful, ou smart. Vous pouvez aller voir le projet Ruraux, qui sont les premières tomates irriguées en France. C'est du 2000 équivalents habitants. Et pour moi, il y a un énorme potentiel à faire ça. Donc je me suis mal exprimé. Je pourrais préciser que pour visiter un certain nombre de stations corse, c'est qu'il y a quand même des accès compliqués sur des petits volumes avec des stations qui mériteraient une désinfection. Et c'est ça que je voulais dire par un raccourci énorme en disant quand on est dans une ravine, mettre un UV, non, ok. C'est ça que je voulais dire, pas petit, mais par contre je suis fou des petites stations. Moi, c'est 80%, hein, les 2000 équivalents habitants en France. On ferait bien de s'intéresser à ce truc-là parce qu'il y a des usages. Et le troisième, j'ai oublié Sur les milieux, on me dit justement que la déclaration qui a lieu aujourd'hui, c'est sur les zones littorales. Donc, pour la réponse, on fait ça en off après. Sur les zones continentales, où chacun n'est pas mieux loti. Vous avez vu l'Espagne, la carte d'Espagne, je n'avais pas vu la carte actualisée. C'est pop, le littoral. Et là, il faut quand même passer le message qu'il n'y a pas que le littoral. Il y a aussi le continental, mais avec beaucoup de précautions, y compris et surtout celle de ne pas retirer l'eau du milieu, notamment hydrographique. J'avais juste un complément. J'aime beaucoup la question de Stéphanie. Je pousse le bouchon. Demain, il n'y a pas de problème réglementaire. Est-ce que pour autant on avance? Je répondrai oui et non. Pourquoi? Parce que je l'ai dit rapidement en guise de conclusion, parce que pour moi, le vecteur driver le plus important, c'est la volonté politique. Donc aujourd'hui, il faut quand même... faut
pas se voiler la face. Le réglementaire est une bonne excuse. Ça arrange beaucoup de choses aussi, parce qu'on avance. Je ne dis pas que c'est facile, on le vit tous les jours. En revanche, et j'aime bien la question, demain, il n'y a pas de problème réglementaire. Est-ce qu'on fait pour autant plus de reuse? Oui et non. Oui, quand il y a la volonté politique, que les conditions de facteurs clés de succès sont réunies, c'est-à-dire tout ce qu'on a déjà évoqué, en premier lieu littoral, comme ça on n'a pas les écologistes sur le dos, parce qu'il y a un vrai fondement de ne pas retirer l'eau qui va nourrir un milieu. Au contraire, à ce moment-là, elle va dégrader le milieu. C'est l'exemple que j'ai donné sur la mer Méditerranée. Et en revanche, le frein, il va rester quoi? Il va rester comment on change nos modèles de fonctionnement contractuel, comment on va gérer. La vraie problématique, elle est qui paye quoi entre l'investissement, l'opération. Alors, on a une chance extraordinaire, façon de parler, c'est de positiver le dérèglement climatique. Au lieu de se lamenter, de se dire c'est une catastrophe, on va manquer d'eau, c'est de dire ok, positivons, on a les techniques, elles sont matures, on a la réglementation qu'on a, elle a aussi sont bien fondées sur certains côtés. Je suis d'accord qu'elle pourrait être un peu simplifiée, mais on va avancer en marchant. En revanche, si tout ça est réuni, là on a les conditions. Qu'est-ce qui fait que demain, le reuse Asperon se fait en un mois? Il faut une volonté politique, il faut un modèle économique qui entretient. Et ça renvoie à la question que j'ai dit rapidement sur la gestion de l'assainissement et du système d'assainissement. Parce que, en fait, ça veut dire qu'on est en domino. On est en train de créer un nouveau schéma en domino. Plusieurs questions ont été évoquées. Ça veut dire qu'il faut qu'on change de paradigme, qu'il faut qu'on change de façon de fonctionner, qu'il faut arrêter d'être dans le linéaire. Et je pense que là, on a une chance extraordinaire qui est double. C'est excusez-moi, messieurs, madame les élus, on a une région ici insulaire qui est un super terrain de jeu, et bravo à cette accélération par la déclaration, parce que je pense que ça peut faire bouger les choses, parce que les conditions sont réunies en littoral. En plus, vous dépendez de barrages de surface et non de nappes phréatiques, donc il n'y a pas de sujet de biseau salé chez vous. Donc là, il faut y aller à fond, bien évidemment. En revanche, comment on monte le modèle économique derrière, comment on facilite l'acceptabilité sociale et comment on change les mentalités et les pratiques, y compris les donneurs d'ordre et ceux qui vont aller travailler les dossiers, si vous voyez ce que je veux dire, et notamment dans les cahiers des charges, les AMO, etc. Pour moi, c'est ça le point le plus important en France aujourd'hui. Une fois qu'on a mis de côté le réglementaire, on en revient au point qui a été évoqué, il faut désiloter les approches, il faut changer d'approche. Moi, j'ai une remarque qui m'a été faite 2 fois par des AMO, en demandant pourquoi vous ne voulez pas qu'on pousse la reuse alors que tous les éléments sont favorables. Ah ben vous comprenez, Madame Huot, on n'a pas assez de recul, le cahier des charges, c'est sur moi que ça va tomber si ça ne marche pas dans un an. J'ai un problème personnel dans ma fonction, c'est ça qui est dit par l'AMO, j'ai un problème personnel dans ma fonction qui est de dire je ne suis obligée que de faire ce qui est déjà éprouvé, habituel. Et là, ça veut dire qu'on bouscule des habitudes, qu'il y a des nouveaux risques, il y a des engagements. Eh bien aujourd'hui, on est sclérosé en France par le fait qu'on n'arrive pas à bouger les lignes au sens prise de risque et d'intégrer la nouveauté comme quelque chose de positif. Et donc c'est pour ça que je dis tant mieux des règlements climatiques, parce qu'à un moment, quand on est contraint par le fait qu'il n'y a plus d'eau, faut y aller, quoi. Merci. Donc, Valentina, vous vouliez ajouter quelque chose? Écoutez, moi je pense qu'on tourne avec des trous, comme ça, on tourne en rond. Parfois, je me sens comme Don Quichotte à la Manche quand on regarde le vent. Voilà, écoutez, comme j'ai dit, les initiatives locales, c'est très important parce que la solution russe, c'est local, mais que ça marche, ça doit être une politique globale, nationale, avec incitation réglementaire, administratif, etc., félicitatif, comment on fait l'économie. Donc en France, tous les réseaux de canalisation, c'est déjà ancien. On doit réhabiliter les canalisations. Combien de milliards? Je ne vous donne pas les chiffres parce que ça fait peur. Et donc on n'a pas maintenant la capacité en France de la payer. N'en parlons pas du traitement et de reuse. Donc il faut quand même de haut. On parle de réglementation. Ça dépend des usages. Laquelle est la meilleure? C'est pragmatique ou ça peut
peut être appliqué en pratique. Le truc de mesurer le vent, c'est très bien. Dans le golf, on peut mesurer la vitesse de vent. Mais en cycle urbain, vous avez des courts-circuits et chaque 5 minutes, la vitesse passe de 0 à 30. Et bien, comment vous gérez l'irrigation? C'est absolument aberrant. Donc, c'est fait par des personnes qui ne savent pas ce que se fait en pratique. Donc, arrêtez de faire la responsabilité de regarder les problèmes sanitaires. Nos ressources en France sont polluées, ce n'est pas vrai. Les eaux souterraines sont polluées, on trouve des composés toxiques, on n'ose pas publier, on interdit quand on mesure quelque chose quelque part, on interdit de publier parce que c'est un problème de santé publique. On peut intoxiquer nos populations, mais ne faites pas de bruit surtout, il faut s'arrêter de le voiler la passe. On a tous les potentiels. France, c'est un merveilleux pays. On a des meilleures technologies. On a plein de petites stations d'épuration. On interdit les lagunages parce que la réglementation ne les prend pas en compte, mais les terrains irrigués sont près de les stations. On ne peut pas demander le transport d'une station d'épuration de moins de 5 km, c'est aberrant, parce que je ne sais pas, je ne connais pas un terrain agricole qui est à moins de 2 km ou près de la station d'épuration, mais arrêtez, le transport se fait, il y a des réseaux en Floride, en Californie, en Australie, de plus de 150, 200 km qu'on sait les gérer, on sait les financer, on peut le faire. Vous avez vu des exemples, donc il faut le mettre en pratique, mais il faut travailler en bas, parce que c'est justement avec les initiatives de projets phares comme c'est de Bonifacio, etc., pour qu'on puisse changer la mentalité, il faut quand même sensibiliser le gouvernement. Et comme on a vu en Israël, il faut une concertation de tous les ministères. Là-bas, on peut dire que c'est relativement facile parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Mais on regarde d'autres pays, les pays nordiques, parce que j'ai vu irrigation en Suède, où ils n'ont pas de problème d'eau. Floride, si quelqu'un est allé, il y a plein d'eau et les lacs. On préserve le milieu naturel. Et les normes les plus sévères en Californie, c'est sur l'azote, parce qu'ils veulent arrêter l'eutrophication. Tandis que notre mer Méditerranée, personne n'a dit, mais il ne faut pas plonger. Je ne suis pas une grande plongeuse de profondeur, mais de surface, mais ça me fait mal au cœur de voir comment ça augmente. Donc voilà, il y a les solutions. Soyons pragmatiques et suivons l'exemple de Bonifacio et on va se battre jusqu'à la fin. Un immense merci, vraiment. Donc un merci tous les deux. Merci à ces intervenants. Merci à Valentina pour cet enthousiasme. Et vraiment, on est dans une île de passion.